Le contexte TF1, nous, on travaille dans la branche numérique de TF1, qui est ITF1. Qu'est-ce qu'on fait? On est principalement une plateforme de streaming qui s'appelle TF1+, vous avez sûrement entendu parler. C'est une plateforme gratuite, on fait de la télé linéaire, c'est tous TF1, plus les autres chaînes type LCI. Mais on a également un énorme catalogue de vidéos on demand. Et même depuis peu, on est devenu un agrégateur de contenu où on agrège du catalogue et des lives d'autres sociétés, type L'Équipe, Deezer, Figaro et d'autres. On a également une chaîne et un site d'information avec TF1 Info et une plateforme de streaming pour les enfants, TFUmax. Ensuite, les programmes de TF1, vous les connaissez peut-être, il y en a un certain nombre de très connus. Ah oui. Et un point important aussi, on diffuse assez régulièrement des compétitions sportives, type Coupe du Monde de rugby, Euro de foot, etc. On aura l'occasion d'en reparler. Avec Smaïn, chez ITF1, on fait partie d'une équipe transverse d'infrastructures qu'on appelle IOPS. Cette équipe, elle est divisée en 4. On a une équipe assez core infra, qui s'occupe de déployer toute l'infrastructure. Donc, c'est une partie FinOps dedans. On aura l'occasion d'en parler. Une partie vidéo qui est là plus centrée autour le business vidéo, c'est-à-dire tout ce qui est packaging, encodage des vidéos, diffusion avec des CDN. Puis on a une équipe DevEx dont Smaïn est team leader. Moi-même de Core Infra, je ne l'ai pas dit, mais c'est marqué, qui, elle, se charge plutôt d'accompagner les développeurs dans les pratiques DevOps. Et ensuite, une équipe sécurité qui, comme on l'indique, fait de la cybersécurité. Ensuite, l'équipe technique est organisée autour de certaines feature teams. Donc voilà, on a du back-end, du front, des IPTV, des choses comme ça. Et donc, tout ce petit monde travaille sur une infra qui est directement en relation avec nos utilisateurs. En termes de stack technique, très grosso modo, on est en grande majorité sur AWS. Pareil, une énorme majorité sur des clusters EKS, donc Kubernetes, plus quelques services managés, surtout autour de la data. Voilà, on cite quelques-uns, RDS, Elasticache, vraiment de la data. Notre stack technique à côté de ça, c'est principalement du Go pour les backends et des fronts en React. Je vous en passe, il y a une certaine diversité du Node, etc. Et on a également un CDN on-premise pour la diffusion vidéo. Quelques mots sur l'ambition RSE du groupe TF1, là cette fois. Donc la première étape, quand on parle d'émissions carbone, c'est de mesurer et de mesurer qu'est-ce qui produit les émissions carbone. Donc on distingue un peu, on va dire, un scope 1 et 2 qu'on a mis ensemble, qui sont vraiment les coûts carbone de production de nos programmes, des bâtiments, etc. Toute l'électricité qui est autour même de nos propres data centers. Donc, ce scope-là, il faut savoir que ce scope n'est pas très important pour TF1. En fait. Le final, les scopes qui produisent beaucoup de carbone, c'est les scopes amont et aval, donc tout ce qui est trajet domicile-travail, achat de programmes télévisés qui sont produits ailleurs, et une partie qui est là, qui est en toute petite, autre achat. Donc là, c'est tous nos fournisseurs divers et variés, dont notre fournisseur de cloud AWS, qui eux-mêmes produisent des émissions. Et donc, du coup, quand on fait le bilan carbone d'un TF1, on va intégrer ce qu'on achète dans notre bilan carbone. L'autre scope important, ça va être le scope aval, avec tout ce qui est diffusion et surtout lecture de nos contenus sur les différentes devices des utilisateurs. Donc voilà, en fait, allumer une télé, ça consomme de l'énergie. Ça consomme de l'énergie non seulement en la fabriquant, mais aussi en l'utilisant. Même chose pour les portables, évidemment. Alors nous, chez ITF1, on va, je suis passé un peu vite, on va vraiment se concentrer sur notre scope, c'est les achats.
donc vraiment là le cloud provider en l'occurrence, et un peu plus sur un peu moins aujourd'hui, mais un peu plus en général sur l'aval qui est sur les devices utilisateurs. Cette réduction d'impact carbone, elle est axée autour de 4 axes, on va dire. Le premier, pilotage énergétique, c'est d'estimer en amont. Enfin, c'est en fait de faire ce fameux bilan carbone. Bon, il faut savoir qu'en France, il y a on est obligé de le faire, enfin, en tout cas pour une entreprise de la taille de TF1. Donc c'est la première étape, mesurer ce qu'on consomme. La deuxième, c'est la sensibilisation, c'est-à-dire qu'on doit accompagner nos utilisateurs à être plus éco-responsables. Alors pour un média comme TF1, ça passe par deux choses, c'est faire des médias, du contenu qui commence par pallier le changement climatique et faire des programmes qui promettent des comportements, on va dire, éco-responsables. Il faut savoir qu'aussi on a des recommandations de l'ARCOM, qui va nous dire des choses comme sur des programmes, sur une plateforme de streaming, il ne faut pas lancer des vidéos automatiquement parce que ça consomme alors que ce n'est pas forcément regardé. Il faut savoir que ces recommandations elles vont parfois un peu à l'encontre des enjeux business, on va dire, parce que en fait, mettre une vidéo en automatique, ça va inciter les utilisateurs à plus consommer. Donc des fois, ça se marche un peu dessus, ces deux parties. Ensuite, la partie dont on va un peu plus parler aujourd'hui, c'est l'éco-efficience. On l'a vu dans la présentation d'avant, c'est quand même un des enjeux importants, c'est de faire autant ou plus en réduisant l'impact environnemental, c'est-à-dire tout simplement consommer moins. Le dernier axe, c'est les opportunités. En fait, souvent, on voit les choses autour d'écologie comme une contrainte. Et en fait, c'est d'essayer de transformer ça pour les entreprises en une opportunité. Et c'est un peu ce qu'on va faire ici parce que, en fait, on va voir que dans les équipes d'infra, l'éco-responsabilité, elle est surtout pilotée par les coûts, en fait. Donc, consommer moins, en fait, c'est payer moins aussi nos cloud providers. Voilà, c'est bon pour notre portefeuille, c'est bon pour la planète. Donc, dans la suite, on va être un peu là-dedans. Je vais laisser la main à Smaïn, qui va nous parler de l'élasticité de la plateforme. On va tester ça, du coup. En fait, ce qu'il faut noter vraiment la spécificité du TF1, si on doit la comparer avec d'autres sociétés, c'est vraiment le type de trafic. En fait, on a différents programmes et on a un pattern de consommation qui est vraiment très variable. De façon quotidienne, on a un trafic qui évolue pendant la journée, on a des pics plutôt le soir. La nuit, il y a très peu de monde, enfin, il y a vraiment trop peu de monde le soir, et donc il faut qu'on arrive à faire en sorte que notre plateforme s'adapte à ce pattern-là. On a des programmes, comme le disait Maxime, des programmes connus, Koh Lanta, The Voice. Là, j'ai mis un événement qui a eu lieu assez récemment, c'est l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Et apparemment, ça a été assez suivi. Donc, vous voyez qu'il y a des pics de charge soudains lorsqu'il y a un événement spécial. On a parlé aussi des événements sportifs. Et c'est moi, depuis que je suis arrivé, ça fait 2 ans, on a beaucoup travaillé sur ça. Parce que c'est vraiment des événements très importants pour ITF1, pour son image. Et en termes de trafic, c'est vraiment. Il y a de forts trafics. Donc, on a travaillé sur 2 Coupes du Monde, une Coupe du Monde de foot, une Coupe du Monde de rugby, une Coupe d'Europe. On a eu, et pendant ces événements-là, on a vraiment travaillé à faire des tests de performance, à faire en sorte d'éprouver notre plateforme pour réduire déjà un maximum l'impact sur l'utilisateur et voir comment on peut améliorer l'élasticité. Donc vraiment, notre focus, depuis 2 ans, on a vraiment travaillé sur l'optimisation de cette élasticité. Là, j'ai mis un chiffre qui est assez représentatif, qui est un événement important pour nous, qui était la Coupe du Monde 2022. Et donc la finale de la Coupe du Monde 2022, on a eu un trafic quand même assez exceptionnel et on a réussi à le tenir. Et vraiment, ce type d'événement, c'est très spécial, c'est-à-dire que ça arrive d'un coup. Et on va en parler un peu plus tard de qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre. Mais c'est un vrai challenge en termes d'élasticité au niveau de l'IT, de la plateforme en général.
Et donc oui, l'idée derrière tout ça, l'idée de faire ce travail-là, c'est de satisfaire le client. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'erreur 500 ou de time-out ou de temps dégradé. Donc c'est vraiment un travail à faire dans toute le ITF1. Donc c'est un effort des développeurs aussi. On va en parler un peu plus tard. Alors, là, on va entrer un peu plus sous le capot, on va regarder un peu qu'est-ce qu'on a pu mettre en œuvre comme outillage pour améliorer ce dynamisme. Beaucoup d'entre vous, je pense que, je ne sais pas qui n'a pas entendu parler de Carpenter, d'ailleurs, c'est plutôt la question que je dirais. Très bien, donc, au moins il y a une personne ou deux. Donc on va parler un peu de Carpenter. Carpenter, c'est, je vais l'introduire très rapidement pour ceux qui connaissent, c'est un outil qui permet d'ajouter des nœuds à notre cluster Kubernetes, c'est de l'autoscaling, mais l'idée derrière, c'est qu'il se base sur les besoins déclarés par les pods. C'est vraiment ça le plus important à retenir. Les besoins, et on va voir aussi, ça se base aussi sur des contraintes, c'est-à-dire que vraiment, c'est piloté par comment on va déclarer, comment on souhaite que notre application tourne. Donc, on va, par exemple, il y a des contraintes d'anti-affinité. Donc, s'il y a des contraintes d'anti-affinité, il y a plus de nœuds. Les besoins en ressources, donc c'est très important. Ça va être impactant on va voir un peu plus tard, dans l'efficience de nos applications. Et on va aussi s'intéresser à ce qu'on appelle les pod disruption budget. Et pour faire simple, les pod disruption budget, ça va nous éviter de réclamer des nœuds où on aurait l'ensemble 100% d'une même application. On va avoir toujours un niveau de disponibilité pour nos applications. Ensuite, à Carpenter, l'intérêt par rapport à la solution qu'on avait avant, qui s'appelait Cluster Autoscaler, c'est le fait que ce soit plutôt simple à configurer. Chez ITF1, on utilise beaucoup des opérateurs Kubernetes. Vraiment, on utilise notre quotidien, c'est d'utiliser Kubernetes. Tout à l'heure, tu as dit une quasi-majorité, mais c'est vrai qu'on a 90-95% sur Kubernetes de nos applications. Sans parler de la partie data, dont je parlais, c'est assez léger. Et l'idée, c'est qu'on puisse piloter ça en déclarant avec du GitOps, comme on peut peut-être connaître. Et donc, la configuration se base sur des contraintes qu'on va déclarer sur qu'est-ce qu'on veut comme type de nœud, comme type d'instance au niveau de la AWS. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir mixer les spots et les on-demand. Et nous, on a beaucoup travaillé là-dessus sur l'optimisation. Et là, c'est plutôt des coûts. Optimisation des coûts en utilisant vraiment des spots par défaut. Si je suis développeur, je déploie une application, par défaut, ça sera du spot. Donc, c'est à moi de m'assurer qu'elle soit résiliente. Donc, les spots, c'est des instances qui peuvent être réclamées par AWS, qui peuvent disparaître. Et donc, il faut que ton application soit capable de basculer sur l'autre nœud. Et enfin, bon, c'est un détail, mais ça gère aussi cet aspect interruption de spot. Ça va nous permettre de détecter ces interruptions et de rebalancer les applications. Je vous donne juste un petit exemple de déclaration. L'idée, c'est de vous montrer que dans la partie requirements, on va mettre nos contraintes. Là, on dit par exemple, la première ligne, c'est qu'on va pouvoir mixer spot et on-demand. Et Carpenter, lui, il va privilégier les spots de toute façon. Et on va pouvoir quand même demander de l'on-demand. Donc, sur certains types d'applications, les développeurs peuvent demander de l'on-demand. Et après, c'est des contraintes, capacité, les types d'instances qu'on va vouloir sur AWS. Là, et l'idée, là, c'est que je vous représente ce qu'on appelle un node pool dans Carpenter, qui nous permet de déclarer un type de use case que l'on a dans l'entreprise. Et l'intérêt aussi qu'on a vu à Carpenter, en faisant les tests, parce que je vous ai parlé du fait qu'on a fait beaucoup de tests de performance, notamment pour les événements sportifs. Nous, notre intérêt, c'est vraiment d'éviter un phénomène de plateau où on va attendre que les nouvelles instances arrivent. Et donc, grâce à Carpenter, on a gagné beaucoup en rapidité par rapport à ce qu'on avait avant, où il y a vraiment un accès immédiat avec l'API de EC2, donc d'AWS, et un fonctionnement qui permet d'assigner automatiquement les pods et ce qu'on appelle la consolidation, dont je vais parler un peu plus haut. Et on a pu calculer dans nos tests de performance que le démarrage d'un nœud était approximativement de 40 secondes. Et donc, en termes l'intérêt aussi de Carpenter, c'est, comme je le dis, l'optimisation. Il y a ce qu'on appelle la consolidation faite par Carpenter qui va nous permettre
contrairement à ce que disait tout à l'heure Pini, d'aller plus loin que 20% d'utilisation d'un mot. On va pouvoir le voir ici. C'est un exemple qu'on a pris tout à l'heure. Voilà. C'est une chose qu'on a pris tout à l'heure. Là, on voit qu'en termes d'utilisation, on est plutôt pas mal sur notre production. Et donc, ça rentre aussi dans cette volonté d'aller vers plus de sustainability, enfin, développement durable, d'éco-responsabilité. Et l'idée aussi derrière, juste pour vous donner un feedback, avant, avec le store autoscaler, on était obligé de gérer les types d'instances. On était obligé de déclarer explicitement les types d'instances. C'était très pénible parce que ça nous était arrivé d'avoir des shortages, c'est-à-dire des types d'instances qu'AWS ne peut plus te fournir. Et là, l'idée derrière Carpenter, c'est de permettre d'accéder au catalogue d'AWS, d'avoir des types d'instances assez larges et de mixer les types d'instances. Ça a un gros intérêt pour nous, pour éviter d'avoir ce phénomène de shortage. Donc là, on parlait d'instances, on va parler d'applications. Depuis des années, même avant que j'arrive, chez ITF1, on fait l'autoscaling de base, entre guillemets. L'autoscaling de base basé sur les horizontal code autoscalers. Et donc, c'est du CPU mémoire, grosso modo. Et on a voulu aller plus loin parce que c'est vraiment le fait d'utiliser des CPU mémoire, on n'a pas sur le dynamisme que l'on souhaitait. On pouvait aller beaucoup plus loin en utilisant ce qu'on appelle des custom métriques, donc des métriques métiers. L'idée, c'est vraiment de demander aux développeurs de nous donner, enfin de définir eux-mêmes les métriques qui sont pertinentes, qui vont impacter les temps de réponse ou qui vont impacter l'application. Donc on travaille beaucoup avec les développeurs là-dessus. On a mis en place un outil open source de la CNCF qui s'appelle KEDA, qu'on généralise désormais l'ensemble de nos autoscaling. Et on utilise plusieurs types de triggers. L'idée de KEDA derrière, c'est que ça va pouvoir s'interfacer à plusieurs systèmes, plusieurs solutions. La principale étant Prometheus pour récupérer les métriques. Mais on a aussi des applications qui utilisent des queues, et plus une queue se remplit, plus ils vont scaler les applications. On utilise aussi le trigger qu'on appelle cron pour, par exemple, lorsqu'il y a un événement, pouvoir faire une cron tab qui va pouvoir faire ce scaling. Donc là, je vous ai parlé un peu de généralité, parce que ça, c'est quand on utilise Carpenter, c'est à peu près ce que tout le monde fait. Enfin, la partie autoscaling, c'est un peu des généralités. Là, l'idée, c'est de parler de la mise en œuvre réelle chez ITF1. Quelle décision on a prise? Effectivement, on a fait beaucoup de tests de performance. Et l'idée, c'est à chaque fois de prendre une image avant et après, selon les changements qu'on a fait. Quand on a mis Carpenter, par exemple, on a pu voir qu'on lissait ce phénomène de plateau, là, quand on attend des nœuds. On a décidé, et c'est une bonne pratique, d'ajouter 5% d'over-provisioning. Bon, c'est un peu contraire à notre meetup actuel, mais l'idée, c'est que justement, on ait un dynamisme et qu'on n'ait pas un temps d'attente lorsque de nouveaux pods arrivent. Ça va directement sur ces nœuds qui sont un peu en spare. Là, je vais le faire très rapidement, mais on a aujourd'hui 2 node pools. On a un node pool, initialement on avait mis un seul node pool qui répondait à tous nos besoins, mais finalement on a constaté qu'on avait des besoins en I/O sur certaines applications beaucoup plus importants, donc on les a isolés dans un node pool à part, et donc on se laisse aussi la possibilité de faire d'autres node pools à la nuit. Je vous ai parlé de la diversité des instances, et dans nos calculs au niveau de la facture, on a approximativement 15%, ce qui est un peu difficile à évaluer quand on a des applications qui évoluent et une plateforme qui évolue. Enfin, le point important, j'ai parlé des développeurs, et comme l'a dit Maxime, aujourd'hui, on a initié une nouvelle équipe dans IOPS qui vraiment a volonté d'aller au plus proche des développeurs, mais on a toujours accompagné les développeurs pour la consommation de notre plateforme. Et donc, pour le passage Carpenter, il y a beaucoup de choses qu'il a fallu vraiment vérifier pour qu'il y ait une bonne répartition, qu'il y ait une résilience et qu'au niveau performance, on soit bon. On a rédigé un guide de déploiement, on a mis des policies pour qui sont en mode audit pour les accompagner dans les prises de décision. On a développé un M-chart qui répond à peu près à 90% des besoins. L'idée, c'est de contrôler aussi comment ils déploient leur application et de mettre dans ce M-chart les bonnes pratiques que l'on connaît et d'éviter un peu
aux développeurs de devoir les appliquer dans leur méthode de déploiement. Et on les accompagne aussi à améliorer l'efficience, et ça, je laisserai plutôt Maxime en parler plus tard, l'efficience des applications. Dernier point, enfin, sur la partie scaling, on va dire, je vous ai dit tout à l'heure qu'à un moment donné, par la Coupe du Monde, par exemple, on a des gens qui arrivent aucun autoscaling ne pourra répondre à l'immédiat. Il faut donc trouver un système qui va nous permettre de préparer la plateforme avant l'événement. Donc, actuellement, jusqu'à présent, pour faire très simple, on configure un job en mode cron-tab qui va scaler les applications, c'est les plus importantes, celles qu'on a identifiées. Et ça va nous permettre aussi d'ajouter plus de nœuds, puisqu'on scale les applications. On a pour objectif d'éviter toute opération à l'avenir. On a une discussion en ce moment pour se plugger à une API fournie par on va dire le métier, qui va nous permettre d'avoir un planning et de tout automatiser, de faire en sorte qu'on n'ait rien à faire sur la partie, on va dire, presque. J'essaie d'accélérer à la fin. Donc, on va partir sur l'optimisation des coûts. Là, on va voir plusieurs pratiques qu'on met en place pour optimiser nos coûts et du coup notre bilan carbone. La première, c'est l'extinction des ressources non utilisées. Comme l'a dit Pani tout à l'heure, le mieux, c'est de ne pas consommer, tout simplement. Voilà, comme dans pas mal de boîtes, on s'est rendu compte qu'on a certains environnements hors production qu'on n'utilise qu'en heure ouvrée, en fait. Donc, il n'y a aucun besoin de les payer la nuit et le week-end. Nous, sur ces environnements, vu qu'on est quasiment que sur du Kubernetes, les coûts sont concentrés autour des EC2. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On va prendre des clusters et on va les éteindre, tout simplement, la nuit et le week-end. Pour ça, on a voulu adopter une approche par opérateur pour que chaque cluster soit autonome, on va dire, dans son cycle de vie. Donc, en contrario, avec une approche centralisée où d'un cluster, on aurait éteint les autres. Pour faire ça, on a commencé à regarder les solutions qui existaient sur le marché. On en a trouvé globalement deux approches, on va dire. La première, c'est KubeGreen, qui est quelque chose d'open source, qui se configure via des CRD. Donc là, vous avez une CRD sleep info. En gros, voilà, on lui dit une heure vous se couchez, une heure vous se réveillez. Celle-là, elle s'utilise, elle agit sur les réplicas. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, elle va regarder les deployments qui est dans le cluster et les scaler à zéro. Elle va regarder les cron jobs et les mettre en pause. Et elle va stocker l'état précédent des réplicas, etc., dans un secret. Et récupérer ces états-là et remettre comme avant au wake-up. L'inconvénient, voilà, en fait, c'est que déjà, ça gère que les deployments et les cron jobs. Déjà, on a des stateful sets, ça veut dire qu'ils ne seront pas scale down. On peut exclure des deployments. L'autre problème qu'on avait, c'est que ça fait vraiment conflit avec nos outils de GitOps. On utilise Argo CD pour déployer. Dès qu'on scale à zéro, il y a Argo CD qui vient et qui est en autosync et qui remet les ressources. Donc, en tout cas, cette approche, elle ne marchait pas vraiment pour nous. L'autre approche qu'on a vue, c'est un composant qui est intégré avec le cluster turndown. Donc là, c'est pareil, il marche par une CRD. Par contre, là, il agit sur le scaling des nodes, notamment des node group managés. Problème, en fait, avec Carpenter, on n'utilise plus les node pools managés. Donc, on a été obligé de coder notre solution. Donc, on a fait un outil interne qu'on a codé. Alors là, il se configure avec une config map pour être une CRD, peu importe la limite. Lui, ce qu'il fait, en fait, c'est tout simplement, il va supprimer les node pools Carpenter. Il faut savoir que Carpenter, en général, on peut pas le faire tourner sur ses propres node pools, parce que il y a une histoire de pool et d'œuf. Donc, on le fait tourner sur un node pool Carpenter, sur un node pool managé. D'ailleurs, cet outil interne doit tourner aussi dessus, parce que sinon, pareil, il va s'éteindre lui-même, il ne saura pas se rallumer. Donc, en fait, là, il se contente de juste sauvegarder l'état du node pool. Donc, il met ça dans une config map, je crois. Et quand on supprime un node pool Carpenter, les nodes disparaissent. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que toutes les workloads vont plus avoir de pod et Carpenter, l'API scheduler va plus savoir où scheduler les pods, tout en pending. Et donc, comme ça, on va économiser nos nœuds la nuit. Une autre fonctionnalité qu'on a dû coder, c'est que en fait, on a du monitoring externe sur ces clusters qui vient voir que les clusters sont bien là.
Donc on a intégré un moyen de mettre des silences pour toute la durée de sleep du cluster. Deux petits inconvénients qu'on a trouvés en tout cas, bah, c'est nos node pools, ils sont créés aujourd'hui avec Terraform. Donc bah, quand on les supprime, on a un drift. Donc, ça peut paraître anodin. Nous, on a un outil qui compare le drift régulièrement entre le code et la réalité. Et donc là, on se retrouve avec des drifts temporaires là-dessus. L'autre inconvénient, bah, c'est qu'il n'est pas open source. Donc, on a vu qu'il y avait déjà des issues ouvertes, typiquement sur Carpenter, sur KubeCost pour supporter Carpenter. Donc, je pense qu'à l'avenir, on essaiera plutôt de se tourner vers ça si ça arrive dedans. Pour aller plus loin, un peu sur l'extinction des ressources, parce que là, j'ai parlé que des clusters cubes, il y a toutes les ressources qui sont hors Kubernetes. Pour nous, c'est principalement des services managés et principalement de la data. Donc là, en fait, il faut aller un peu plus loin parce que nous, la data, en tout cas, il y a des redescentes depuis les environnements de production assez régulièrement, des choses qu'il faut garder un certain temps, etc. Donc, c'est un peu plus compliqué à orchestrer. Peut-être que ça se fera dans un second temps. Sur tout ce qui est service à nul, type lambda, etc., là, ça n'a pas trop d'intérêt de les éteindre, vu que c'est la nuit, c'est pas utilisé, donc ça ne coûte rien. Ensuite, la question qui se pose, c'est les ressources qui sont créées par Kubernetes lui-même. Le premier exemple, c'est les load balancers. Enfin, on peut parler des ingress, des services load balancers, etc. C'est-à-dire qu'avec la solution qu'on a choisie, pour l'instant, il reste. Donc, ça peut être négligeable ou pas trop selon la taille de l'organisation et le nombre de load balancers. Mais un load balancer à vide, ça coûte quand même des sous. Et puis la question se pose sur tout ce qui va être ressources créées, des ressources cloud créées directement sur le cluster. Typiquement, si on commence à utiliser des choses comme Crossplane et popper des RDS à partir du cluster, là, il faudra qu'on trouve d'autres mécanismes, ou en tout cas faire évoluer l'outil pour supprimer les bonnes CRD et les remettre quand il faut. Une autre approche un peu plus simpliste que j'ai déjà vu ailleurs, c'est tout simplement Terraform Destroy. On prend le code Terraform, le soir on a un cron job qui fait un destroy et qui fait un apply le matin. C'est bien, en théorie ça marche, si votre infrastructure remonte tout seul et tout, c'est très bien. L'inconvénient souvent c'est que déjà créer un cluster AKS c'est 20 minutes, créer une RDS c'est 20 minutes. Si vous n'avez pas parallélisé correctement, s'il y a la moindre erreur, en fait vous arrivez le matin, vos environnements pour les développeurs ne marchent plus, ils ne peuvent plus bosser, et donc vous avez du monde qui gueule. Il y a un équilibre à trouver entre à quel point vous êtes serein sur votre infrastructure, sur votre infra, et voilà. Nous, notre équilibre aujourd'hui, c'est vraiment cette histoire d'éteindre les clusters. Au final, ça, on sait que Kubernetes, ça marche bien pour ça, ça remonte tout, et tout va bien le matin. Un deuxième point important sur les coûts, c'est vraiment le reporting. On trouve important d'offrir de la visibilité aux développeurs sur ce qu'ils consomment. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'ils n'en ont aucune idée. Que pour eux, commander un Redis, un OpenSearch ou quelque chose, en fait, ils ne savent pas. Est-ce que l'un consomme beaucoup? Est-ce que c'est cher? Voilà. Donc, en fait, on va utiliser des outils pour vraiment leur rapporter. Là-dessus, c'est la politique de tagging est ultra importante. Dans une infra, on a une refonte complète un peu de notre landing zone qui est en partie pour cette raison-là, parce qu'on veut vraiment taguer tout ce qu'on utilise en fonction de la feature team qu'il utilise pour réussir à avoir vraiment les coûts de bout en bout, à la fois du cluster, interne au cluster et externe au cluster. Ensuite, peut-être que j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est important d'éviter le gaspillage. Réduire les tailles d'instances sur les environnements prod, hub, les tailles de cluster. Les RDS et les stickages, du fait du mono AZ, en général, ça ne sert à rien sur les environnements de dev. C'est toujours bon de vérifier que c'est le cas. Désactiver le versionning des buckets S3, pareil, on peut se rendre compte qu'on a des coûts relativement importants sur des buckets. Hop, on a notre infra où on a la prod, on dit en dev je
je fais pareil et j'ai peut-être pas toutes les données, mais j'ai quand même le versionning qui a été oublié, entre guillemets. Attention au POC, oublié, ça c'est pareil dans une organisation qui devient un peu importante. Les gens ils font des POC dans un coin, ils les oublient. Potentiellement les devs, s'ils ont des accès à AWS, pareil, ils vont faire leur POC dans un coin. Ils n'ont aucune idée des coûts, donc ils vont les oublier. Voilà, on cherche peut-être encore des outils pour regarder. On sait comparer du drift entre ce qui est dans le code et c'est la réalité, mais c'est encore assez dur de regarder le drift de ce qui n'est pas à ce code en fait. Ce qui a été fait en POC. Sur le reporting et l'optimisation, on utilise quelques outils. Donc nous, on utilise principalement KubeCost pour identifier les inefficiences. Donc KubeCost, il va faire tourner des modèles pour ajuster les requests et les limites des conteneurs, en tout cas pour proposer les bonnes valeurs. Après, ce n'est pas lui qui va forcément les appliquer tout seul. Ce qui est intéressant, c'est qu'il intègre également les coûts AWS. Donc en fait, on peut intégrer vraiment nos fichiers de facturation avec toutes les réservations d'instances et toutes les éventuelles remises qu'on peut avoir. En fait, il utilise les fichiers d'AWS et on peut faire, on arrive à avoir un reporting assez global sur toute la chaîne entre le cluster et l'extérieur du cluster. Il faut savoir que sur EKS, en tout cas, on a une licence gratuite avec rétention de 15 jours de données. C'est pas incroyable, si on veut plus, il suffit de payer. Quelques alternatives qu'on a envisagées, qui sont des outils open source qui existent. On a KRR qui lui est un outil ad hoc. En fait, on le lance une fois sur le cluster, il va regarder le Prometheus du cluster et il va faire une estimation grossière de quel sous à gagner et sur quel conteneur on peut optimiser les request limits. Goldilocks, ce qui est intéressant aussi, parce que lui, il a une approche basée sur le vertical pod autoscaler. Donc lui, il va te permettre de faire... alors, je ne sais plus si ça le fait en live ou pas, mais vraiment, il se base sur le recommender du vertical pod autoscaler pour scaler à la hausse ou à la baisse les ressources request des conteneurs. Et enfin, OpenCost, qui est un peu la même chose que KubeCost, mais 100% open source, mais beaucoup plus limité. Ce qui est important sur l'optimisation des ressources, c'est que en fait, on aura tendance à le faire à un instant T, de dire ah oui, ce pod-là, il a une beaucoup trop grosse request, mais en fait, il faut le faire au fil du temps, parce qu'en fait, l'infra évolue, derrière, il y a quelqu'un qui augmente la mémoire, qui augmente machin, et en fait, 6 mois plus tard, c'est plus du tout optimisé. Donc, il y a probablement des rituels à trouver, peut-être repasser sur ces optimisations tous les X temps. Voilà, je ne dis pas de le faire tous les jours, mais peut-être que tous les quarters ou quelque chose comme ça, c'est une bonne fréquence. Puis des alertes, en fait, des fois, des choses très simples comme une alerte Prometheus sur le fait qu'un pod dépasse de beaucoup, consomme beaucoup moins que sa request en permanence, en fait, ça peut vous avertir sur l'inefficience et vous permettre d'économiser quelques sous. Ensuite, une autre solution pour économiser des sous, je l'ai vu dans la presse de Payne tout à l'heure aussi, c'est les processeurs ARM. Donc chez AWS, c'est Graviton. Ça, c'est un peu, très grosso modo, les promesses d'AWS. Donc 20% de coût en moins, 10% de performance en plus et 60% d'énergie en moins. Donc, les 60% d'économie d'énergie consommée en moins, alors vous n'en profitez pas directement, peut-être qu'il y a les 20% de remise, mais ça, c'est bon pour la planète, ça fait moins d'émissions carbone. Donc, c'est 20% sur les services managés, plutôt 10%. En fait. Pour la mise en œuvre, sur les services managés, c'est hyper simple. Changez juste le titre d'instance. Prenez une instance qui est G dans le nom, c'est du Graviton, ça fonctionne exactement pareil. Amazon offre le même support. C'est juste 10% des coûts gagnés sur les services managés comme ça. Sur EKS, c'est un peu plus compliqué parce que en fait, c'est de l'ARM, donc selon vos applicatifs que vous voulez faire tourner dessus, il va falloir sûrement les recompiler. Potentiellement avoir des node pools dédiés pour les instances, pour toutes les workloads qui sont compatibles. Donc voilà. Tout ce qui est daemon set, il va falloir vérifier qu'ils sont tous compatibles ARM, en tout cas sur ceux dont vous avez besoin sur les nœuds. Mais voilà, je pense que à la fin, si ça peut vous faire gagner jusqu'à 20% sur la facture en ECD. Je vais conclure. En gros,
pour nous, en tout cas, de notre point de vue infrastructure, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que l'éco-responsabilité, ça passe par les coûts. C'est le seul moyen d'action qu'on a vraiment. Et puis, en plus, c'est vraiment une opportunité parce que personne ne vous dira j'ai pas envie de baisser mes coûts. Donc, on peut en profiter pour allier réduction de l'impact carbone à réduction de coûts. Donc, c'est un peu plus vendeur pour faire ce genre de projet dans les boîtes. Donc, on a tous à gagner, consommer moins, sauf les cloud providers. Et encore, dans certains cas, ils ont à gagner aussi. En fait, Amazon a intérêt à vous faire passer à Graviton. Eux, ça leur coûte moins cher. Donc, c'est bien pour tout le monde. Et enfin, je conclurai quand même par une réalité. Donc là, on a parlé des coûts d'infrastructure et tout. Mais en tout cas, en France, 70% de l'empreinte carbone du numérique, c'est la fabrication des terminaux. Donc, s'il y a un truc à retenir au niveau personnel et un peu peut-être moins entreprise, c'est changer de terminal moins souvent. Prenez pas le dernier iPhone juste parce qu'il est sorti. Et puis, peut-être un peu plus en termes d'infra, attention à la dépréciation du vieux hardware. Malheureusement, on aime bien tous utiliser les derniers trucs à la mode. Des fois, c'est pas possible. Je prends un exemple qu'on a eu récemment. Nous, on ne peut pas utiliser Let's Encrypt parce que, en fait, il y a des vieilles télés qui ne sont pas compatibles. Et on ne va pas forcer nos utilisateurs à changer de télé. Ça serait, déjà d'un point de vue business, ça ne serait pas accepté. Et en plus, d'un point de vue éco-responsabilité, ça serait catastrophique. Voilà pour nous. Merci. Pour info, on recrute. N'hésitez pas à postuler si vous êtes intéressé. On a actuellement des postes de DevOps senior et de tech infra vidéo pour voir en tout cas dans l'équipe de IOPS. Alors, on va prendre quelques questions avant de manger une pizza. Oui. J'ai dit tout à l'heure 1000 vCPU, 3000 Go de RAM, ça c'est un cluster Oui. Il y avait le total, il y avait pas vu. C'est sur le. C'est lié au custom ressources, c'est la taille maximale de notre pool. Effectivement. On a mis la limite, c'est vrai que c'est pour limiter, et pas si on a un emballement qu'on ait quand même un contrôle sur la. C'était peut-être votre consommation réelle. Non, du tout, c'est une limite. Ouais, mais c'est proche. Ouais, on a des alertes sur cette consommation-là, à un certain niveau de pourcentage, on augmente, mais on essaie de comprendre pourquoi. Oui. J'ai compris que vous optimisiez par les coûts. Est-ce que vous avez la possibilité de mesurer les émissions carbone? Est-ce qu'il y a des outils de AWS? Et si c'est le cas, est-ce que vous voyez un impact de ces optimisations? Est-ce que ça permet de compenser l'augmentation d'utilisation et de la baisser de la maintenance? Alors, en fait, déjà, une réponse simple, c'est que les bilans carbone, en gros, ils sont basés sur les coûts. En fait, il y a vraiment, quand tu prends un bilan carbone, tu prends les coûts que tu dépenses chez AWS et il y a une espèce de correspondance en tant d'euros égale tant de tonnes de CO2. D'accord. Donc, il y a des outils effectivement qui existent pour estimer les coûts carbone. KubeCost a une partie là-dessus d'ailleurs. Il y a un autre opérateur, j'ai oublié le nom là, mais qui fait ça un peu. Mais en fait, voilà, c'est vraiment des correspondances thunes carbone, tonnes de CO2. Oui. Pour les soucis que vous avez rencontrés avec Argo CD, lorsque vous allez faire le scale down, en fait, c'est pas possible de désactiver les synchronisations avant de faire le scale down et après la réactiver. Il faut automatiser la chose. Nous, ça veut dire que tu vas commit quelque chose à un moment donné pour changer ce comportement-là. On ne trouve pas. En fait, le problème aussi. Ah oui, c'est qu'en fait, ça nous obligeait aussi à pas. Non, je ne sais plus quel autre problème on a eu, mais enfin, en tout cas, Argo CD est sur les nœuds qu'on éteint. Avec Argo CD. Désactiver la synchronisation avec la. Ouais, mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à ce moment-là, on l'éteint aussi Argo CD. Et quand il se repop, en fait, franchement, ça fait souvent conflit. Et désactiver la synchronisation, c'est pareil, il faut l'orchestrer en comme Disney. Chez nous, tout est ASCODE, et voilà. On a vraiment cette approche, on essaie 100% GitHub, c'est avec la synchronisation.
Pour certaines applications qui ne sont pas synchronisées en prod, vraiment parce que certaines feature teams sont un petit peu frileux sur certaines parties de l'application, mais on va aller de plus en plus vers du full synchro. Oui. J'ai pas fait attention si vous aviez présenté la manière dont vous opériez pour les ressources managées par AWS. Est-ce que vous faites quelque chose à l'heure actuelle? Non, voilà, justement. Quand je disais pour aller plus loin, c'était. D'accord. On a un petit détail, c'est sur DynamoDB où on ajuste un peu certains paramètres parce que DynamoDB, ça ne scale pas, ou si ça scale, ça coûte très cher. Donc, on a un petit peu la partie planning prévisionnel dont je parlais. Il y a la partie DynamoDB qu'on est obligé de configurer à chaque fois. Mais c'est le seul point que je vois. Mais je pense que c'était plutôt pour l'extension complètement. Oui. Non, ouais. En fait, non, on ne l'a pas fait, enfin, en tout cas pas en priorité, parce que vraiment nos coûts c'était plutôt de l'EC2. En fait, en prod, déjà on réduit vachement les tailles d'instances. Donc au final, sur le global de notre facture, c'est pas très cher. Donc c'est pas sur ça qu'on a mis la priorité. D'accord. Mais c'est vraiment un truc qui, je pense, serait utile. J'ai une petite question sur l'aspect FinOps. J'imagine que vous avez aussi des réservations d'instances en termes de budget, je ne sais plus comment on appelle ça. Ouais. Ça ne pose pas des soucis avec les réservations de spots que vous pouvez faire temporairement avec Carpenter. Comment vous avez pu éventuellement gérer ça? Alors, oui, si. La réponse globale, c'est on s'engage sur un montant, enfin un nombre de CPU concrètement. C'est plutôt le nombre de CPU, une quantité de mémoire. Ce n'est pas un type d'instance, ce n'est pas lié au type d'instance, ni au nombre de nœuds. En fait, on a une personne chez nous qui est vraiment dans le boulot, qui est très intéressée par cette partie-là, qui a une casquette très FinOps, mais qui, elle, suit cette partie-là. Et c'est la réponse qu'elle m'a donnée, cette personne. C'est-à-dire qu'on a un commit sur un global, CPU, global. Peut-être qu'Ali, Ali, c'est notre responsable, donc il a peut-être la réponse. En fait, ce qui se passe, c'est que l'infrastructure qu'on sait consommer tout le temps, on la réserve en saving plan, comme il a expliqué en fait Ismaïl. Et du coup, on veille que, par exemple, ce saving plan, vraiment, soit tout le temps consommé. Malgré que la ressource est réservée. Et après, sur les aspects carbone, malgré qu'on a des saving plans, en vrai, on les paye. Mais si on n'utilise pas cette infrastructure, on n'est pas dans ce cas-là. On ne consomme pas cette ressource. Donc, au niveau empreinte carbone, ça n'a aucun intérêt. Salut. Ouais. Il y avait une autre question, je ne sais plus. Ouais. En fait, c'est bien ce que vous avez décrit avec le POST, sur mais ça c'est plutôt au niveau du compute, et j'imagine que le cas de TF1, de la bande passante, surtout de l'ivresse, doit vous dépasser. Là, c'est une super bonne question. Et là, je pense que je vais. En fait, le problème, c'est que sur le coup de l'igresse, Moi, tu peux pas faire. on ne peut pas faire grand-chose. En fait, on ne va pas dire au business, maintenant, il faut réduire notre business, quoi. Donc, C'est vrai que et c'est. voilà, c'est pour ça que sur les optimisations, j'ai passé plus sur l'optique des environnements de développement, où là, les graisses, c'est négligeable, et c'est vraiment le C2 qui compte. Mais ouais, réduire des graisses, à part baisser la qualité de nos programmes. On a aussi une réflexion autour du trafic inter-easy. Peut-être qu'on a des optimisations à faire dessus. On ne rentrera pas dans les détails, on va peut-être changer pour les Mais justement, je crois que sur le premier slide que vous avez eu, vous utilisez un CDN en maison. On utilise Akamai. On utilise Akamai pour les sites web, mais pour la diffusion vidéo, on utilise plusieurs CDN, en fait, dont un CDN in-premise, pour en fait, réduire les coûts des graisses, tout simplement. On a la particularité d'être surtout en France. Mais après, on va avoir des CDN qui sont plutôt de débord. En tout cas, quand il y a un gros événement comme type Coupe du Monde, on n'est pas capable d'absorber toute la charge sur notre CDN interne. Donc, on sait déborder sur d'autres CDN, dont Akamai, pour ces use cases. Donc, on a une dernière question, si on a une. Ouais. Est-ce que vous utilisez de la configuration continue? La configuration continue tu peux... D'AWS, par exemple, durant un pic, vous savez, il y a tout le monde qui va venir regarder un match, éteindre le moteur de recommandation ou quelque chose. Est-ce qu'on a des feature flags on peut changer c'est un outil d'AWS, Lambda,
Ouais. offrir, c'est de permettre de changer la configuration de votre application sans committer quelque chose ou sans Ah, on a ce genre de mécanisme, mais c'est pas trop lié à l'audience. Enfin, si, c'est pareil, c'est le genre de mécanisme qu'on utilise pour déborder sur des CDN, en fait. Par exemple, on sait changer la configuration des applications en live. Par contre, on n'utilise pas un outil particulier. Il y a c'est un outil en interne interne, qui s'appelle Remote Ouais, Config c'est ça. qui permet aussi de. Je parlais de ça. Ah, pardon, je pensais que tu parlais de ça. C'est un outil interne qui a été codé pour, typiquement sur sur les fronts, ils ont des fois à changer les configurations en live, ou c'est des trucs comme du wording en fait, pour corriger un S, ils vont plutôt aller là-dedans. J'ai dit ton exemple il est pertinent parce que je me souviens avoir désactivé la recommandation sur un événement avec cet outil. D'accord. Bah, merci. C'est bon. Ouais, merci. Juste 3 points pratiques. Pour sortir du building, il faudrait signer le registre que vous avez signé en entrant, pour dire que vous êtes bien sorti tout à l'heure. La porte principale par laquelle vous êtes entré est fermée, donc il faut aller sur la gauche de la porte principale. Il y a une porte à passer, c'est le PC de sécurité, c'est la seule porte qui est ouverte. Et quand il y a les tourniquets, enfin les portes automatiques s'ouvrent automatiquement quand vous sortez, donc après c'est à gauche. Et dernier point, on a mis quelques goodies, on n'a que quelques-uns, donc c'est là pour ça. Merci. Merci.